Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading en direct tous les matins entre 8h et 8h05. C'est aléatoire, ça dépend de YouTube. Ravi de vous retrouver en pleine forme. C'est la première nuit que je fais depuis 6 ou 7 nuits correctes sans être réveillé par la douleur toutes les 15 minutes. Donc du coup, grosse pêche, hein, ça fait du bien. On a pas mal de choses à se dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché est à nouveau redevenu haussier puisqu'il va casser des plus hauts, il est au contact des plus hauts d'il y a 15 jours. Donc malgré les craintes inflationnistes qui sont de plus en plus vives, il suffit juste d'allumer votre téléviseur, vous entendez les médias qui ne parlent que de ça, la bourse continue de monter inexorablement. On a eu hier les minutes de la Fed qui se sont montrées un petit peu inquiètes. On a vu que les responsables de la Banque centrale américaine, le mois dernier, ont signalé qu'ils allaient continuer à réduire leurs achats d'actifs sur les marchés de plus en plus rapidement, soit à partir de mi-novembre ou mi-décembre. Donc le tapering sera officiellement lancé mi-novembre, c'est-à-dire qu'on y est quasiment, c'est dans un mois, ou mi-décembre. Donc là, quelque part, ce n'est plus un sujet. Si dans la semaine prochaine, la Fed annonce que le tapering commence en novembre, ça ne devrait pas faire énormément de réactions sur les marchés, parce qu'on est prévenu, c'est l'histoire d'un mois de battement, donc ça commence à être bien entré dans les cerveaux. Et ça, il faut quand même reconnaître que la Fed a énormément progressé au niveau psychologique pour préparer les marchés. J'ai pas vérifié, mais ça doit bien faire au moins 18 mois que la Fed prépare lentement, parce qu'on est lent, nous les investisseurs, le temps que ça arrive au cerveau, qu'il va y avoir le tapering, qu'ils vont moins intervenir. Voilà. Et au bout de 18 mois, peut-être 12 mois, donc ça fait plus d'un an qu'ils en parlent. Voilà, ça arrive, ils nous ont prévenus et finalement les marchés ne réagissent pas brutalement. On a eu l'opposé, on a eu la méthode brutale où la Fed, par exemple, augmente ses taux sans prévenir de manière brutale et unilatérale. Ça a été Alan Greenspan. Voilà. Donc vraiment, je trouve qu'ils ont progressé dans leur communication. C'est aussi une nouvelle génération, hein, un petit peu plus jeune, entre guillemets, hein, entre Ben Bernanke, puis maintenant Jérôme Powell. Bon, ce sont des gens qui sont un peu plus jeunes, qui ont connu le début de l'Internet. Bon, je dis pas qu'Alan Greenspan n'a pas connu le début de l'Internet, mais vu son âge avancé, ça n'avait pas forcément l'intéressé, ou une maîtrise très très forte des nouveaux moyens de communication. En tout cas, voilà, très habile. La pilule passe, on nous a bien prévenu, et c'est intéressant parce que les marchés, là on a la confirmation que le tapering arrive, qu'il est à nos portes, et les marchés continuent de monter. Donc là on peut dire qu'ils ont super bien fait leur job. Et ce qui est important, c'est donc qu'il y a plusieurs membres de la Fed qui craignent que la hausse de l'inflation persiste plus longtemps que prévu. Je crois qu'on commence aussi à s'habituer à cette idée. Alors, d'autant plus qu'on a eu une grosse statistique cette nuit en Chine qui montre que le risque inflationniste est en effet vraiment loin d'avoir disparu, parce qu'il y a eu la publication des prix à la consommation en Chine, une hausse de 5,4% sur un an. Alors là, 5,4%, on est en pleine inflation pour la Chine, et c'est le record historique de tous les temps. Depuis que cet indicateur a été créé en Chine, c'était il y a 25 ans, il n'a jamais été aussi élevé. Donc l'inflation en Chine, confirmée et approuvée, labellisée si j'ose dire, on est sur du plus de 5%, c'est donc énorme. Ça veut dire que pour nous, sur nos économies, avec un effet retard, on peut aller voir aussi du 3-4-5% annuel, donc c'est vraiment grand, l'inflation est là. Donc la conséquence par contre, c'est que le marché chinois a baissé, il a fini rouge, alors que le marché japonais par exemple a fini avec une belle hausse de plus de 1%.
c'était quand même à signaler, hein. Le Nikkei a entre plus 1,3 et plus 1,5%, notamment porté par les valeurs des semi-conducteurs d'une entreprise qui s'appelle Tokyo Electron, qui progresse de plus de 5%, et toutes les grandes valeurs technologiques japonaises progressent dans le sillage de Wall Street. Donc on a vraiment une poussée acheteuse assez forte, presque rassuré d'avoir la date du tapering, et puis presque rassuré qu'il y ait 5% d'inflation en Chine, alors que ça aurait fait paniquer tout le monde il y a quelques années. Voilà, on s'habitue à cet état de fait, on ferme peut-être les yeux. Si je prends le pétrole dans le Good Week Trading de samedi à 10h, et je vous invite à venir samedi à 10h en direct, on prend beaucoup plus de temps pour analyser d'autres actifs, les cryptos, le pétrole notamment. On était il y a 15 jours, quand je l'ai fait, à 78 $ à peu près, et je vous avais dit, je pensais qu'on allait breaker certainement les 80 $ et que ça pouvait être intéressant. Là on est à 81 $, donc on a déjà pris presque 5% depuis que j'ai fait le Good Week Trading. Donc on voit vraiment que les matières premières flambent entre guillemets, et qu'on a des conséquences. On a plus de 5% d'inflation annualisée en Chine. Ça va nous tomber dessus. Voilà, quoi qu'il arrive. On va voir tout cela en détail au niveau de l'analyse technique, ce qui peut se passer. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à en parler autour de vous, c'est très important, et à mettre des petits pouces partout. Merci beaucoup. On y va. Donc, rendez-vous samedi à 10h. N'oubliez pas, analyse perspective. Ceux qui sont venus il y a 15 jours... ne le regrette pas. Je vous donne le sujet de samedi à 12h sur l'économie. Ce sera, on augmente le salaire minimum, chiche comme titre. Voilà, ce sera un petit titre comme ça. Je vais revenir sur les augmentations des salaires minimaux dans le monde, notamment en France avec le SMIC, puisqu'on en parle pas mal en ce moment dans l'actualité politique française plus qu'économique, on va dire. Et voir les conséquences d'une augmentation du salaire minimum. Et c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut nous faire croire, beaucoup de politique. Et puis, on va massacrer à tout va à 10h le dimanche sur la canalisation de la violence au Moyen-Âge. On va essayer de calmer un petit peu tout ça. Deux statistiques importantes aujourd'hui, 14h30 aux États-Unis, le prix à la production et le chômage hebdomadaire. C'est surtout le prix à la production qui va être un petit peu plus suivi, donc ça peut bouger en avant-bourse américaine. Et puis on a les résultats des T3, hier j'ai mis T2, c'était T3 2021 des entreprises américaines, après JP Morgan qui était bon, et ça a soutenu la cote aussi, hein. Les résultats de JP Morgan étaient supérieurs aux attentes de 80% des analystes. On a Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo. Donc voilà, on a le secteur bancaire américain. On aura fait le tour dès ce soir, donc des grosses annonces sur la saison des résultats. Là on est sur la période entreprise financière. On va voir si elles ont aussi bien réussi que JP, mais ça soutient la cote. Alors nos indices, on simplifie. Hier on a monté quasiment non-stop et on continue à appuyer. On est dans un océan de vert. Et surtout, ce qui est intéressant, regardez, là je mets le graphique sur 15 jours, je trouve ça très très parlant. Et on vient de casser le plus haut sur le CAC 40. Bravo. On n'est pas encore sur le plus haut sur le DAX 40. Donc on voit une différence tout de suite. En un coup d'œil, on voit une différence de dynamisme. Et on regarde l'Eurostoxx 50, ça nous donne à peu près le dynamisme sur les principales valeurs européennes. On scanne un peu les plus grosses bourses, les plus grosses entreprises européennes. Et là, on est sur le haut du range. On n'a pas breaké encore, mais on n'en est pas loin. Un petit peu plus difficile à breaker parce qu'on est sur un niveau, une centaine. Donc, on va le breaker certainement, probablement en tout cas. Mais en pré-market, c'est un petit peu dur. Donc là,
vous voyez, en ayant exactement les mêmes graphiques, en les mettant côte à côte. Bon, là, je ne peux pas vous les mettre côte à côte pour des raisons, on va dire, de facilité visuelle sur YouTube. Hein. Sur YouTube, je peux vous montrer qu'un petit écran. Voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 9 là. 9 sous les yeux, donc je vous montre qu'un petit. Mais quand vous avez votre univers devant les yeux, c'est beaucoup plus visible. Donc là, vous avez instantanément une différence de dynamisme entre l'Eurostock, le CAC 40, le DAX 40. Si on résume, le CAC 40, c'est l'indice qui monte le mieux à l'achat. Il vient de breaker ses 15 jours. Il a encore, alors il n'est pas vraiment sur ses plus hauts historiques encore, mais il est vraiment bon. Donc un indice plutôt à acheter si vous êtes acheteur. Sur les trois, c'est le CAC 40. Le DAX 40, c'est l'indice qui hésite le plus. Donc si vous vous préparez, entre guillemets, à éventuellement dans votre stratégie à prendre un put, s'il y a un indice européen qu'il faudrait plutôt putter, ce serait le DAX 40 qui a du mal à monter. Ça veut dire que s'il y a une phase de baisse, il risque de baisser plus vite que les autres, tandis que le CAC 40 c'est celui qui monte le plus vite. Donc en cas de phase de baisse, il risque de résister un petit peu mieux à une phase de baisse. Et l'Eurostock 50 est aussi à mettre plutôt dans les valeurs à l'achat. Pourquoi je vous montre ça aujourd'hui? Parce que c'est ça qui est intéressant. L'Eurostock 50, c'est les 50 plus grosses valeurs européennes. Donc vous en avez dedans, vous avez des valeurs françaises, vous avez des valeurs italiennes, vous avez des valeurs allemandes, etc. Et donc ça vous donne aussi, juste l'Eurostock 50, ça vous donne finalement le ressenti sur la zone européenne, on va dire, de l'état du marché, parce que c'est vraiment les poids lourds. C'est pour ça qu'on regarde plutôt le Dow Jones 30 et le Nasdaq 100 plutôt que le Russell 2000 pour voir les poids lourds. Et généralement, on a tendance à investir plutôt sur les poids lourds. Donc si les poids lourds vont bien, on est quand même sur une phase plutôt haussière. Le problème, c'est que techniquement, on va avoir une vague de baisse parce qu'on arrive sur les plus hauts. A priori, je trouve pas vraiment, parce que c'est le CAC 40 qui nous montre un petit peu la voie, si j'ose dire. Lui, il n'en a eu rien à faire de cette zone à 6600, le plus haut de la semaine précédente, on va dire vers 6618-20. Il est déjà 42. Donc en pré-market, le CAC 40 a déjà breaké et il n'y a pas de signaux d'affaiblissement pour le moment. Donc sur la journée, si les statistiques américaines sont plutôt bonnes, on risque de faire quand même une journée verte, sauf déclaration surprenante d'un membre de la Fed par exemple, mais il n'y en a pas au programme a priori. Donc peut-être que le CAC 40 montre la voie et qui vont nous faire en fait la même journée qu'hier, hein, puisque la journée d'hier, on a été chercher un point bas à 9h. On s'est rapproché des 6500, on a fait 6509 et ensuite on a monté non-stop et on a eu une petite hésitation avec la statistique, avec les minutes de la Fed, le beige book. On voit ici, hein, on a très nettement une petite hésitation. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de monter et finalement on a eu la réponse dans la nuit. On a la même chose sur le DAX 40. On voit là l'hésitation et puis on a beaucoup moins d'hésitation cette nuit. On continue à monter et on s'est concentré finalement plutôt sur le côté japonais que sur le côté chinois. Si on avait pris le côté chinois, on aurait dû un petit peu baisser. Je reviens sur ces 5%, ces 5,4% de hausse des prix à la consommation en Chine. Ça veut dire qu'inévitablement, ils vont devoir augmenter les salaires pour compenser un petit peu. Alors, ils ne vont pas augmenter les salaires de 5,4%. Mais si ça commence à grogner et tout ça, ils vont quand même augmenter un peu les salaires. Même si c'est la Chine, c'est plus des esclaves. Les Chinois, c'est des citoyens qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes droits que nous en tant que société occidentale dite plus évoluée entre guillemets. Mais ils ont le pouvoir, j'allais dire, de la masse. Et s'ils ont faim, ça grogne. Et le Parti communiste, qui est là pour le bien du peuple, hein, ne l'oublions jamais. Voilà, très important. Le Parti communiste qui est là pour le bien du peuple.
et des apparatchiks aussi, en premier peut-être, fera une pression pour augmenter les salaires. Si les salaires en Chine augmentent, alors c'est pas très bon pour eux parce que du coup on peut peut-être aller construire ses usines au Vietnam et ça vaudra plus le coup. Ça, c'est l'éternel problème, hein. La Chine est actuellement concurrencée par d'autres pays asiatiques à plus bas salaire, à la Malaisie, le Vietnam. Donc ça, c'est un point négatif pour eux. Et pour nous, c'est négatif parce que si les salaires augmentent en Chine, tous nos produits vont aussi augmenter. Ce coût va être répercuté lorsqu'on va acheter nos produits Made in China, que l'on trouve à peu près partout. Voilà. Si c'est du plastique, il y a de fortes chances que ce soit produit en Chine aujourd'hui. Alors la seule chose qui peut être positive, c'est que si leur prix augmente, ça peut devenir intéressant dans certaines micro-niches de produire localement. Plus les salaires vont augmenter en Chine, plus les prix des produits vont augmenter en Chine, et plus la relocalisation, chère à Arnaud Montebourg par exemple, peut être intéressante. Voilà. Bon, en même temps, on ne va pas se mettre à produire des usines de tournevis à tout va non plus en France. Il faut raison garder. Mais voilà. Vous voyez, il y a un équilibre et c'est ce que j'essaie de vous montrer un peu au quotidien. Toute décision politique ou toute statistique économique a des conséquences en bien et en mal. On est dans un monde mondialisé. Donc les salaires chinois augmentent, c'est mieux, c'est bien pour eux. C'est pas bien pour nous parce que si on est acheteur, parce qu'on va acheter des produits plus chers, et en même temps ça peut être bien pour nous parce que ça peut créer aussi des emplois en France, en Europe. Donc voilà, tout est à nuancer. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir en économie, il ne devrait pas avoir de blanc ni de noir en politique normalement, s'ils ne se foutaient pas de l'électeur. Mais bon, l'électeur demande aussi la simplification ultime, donc voilà. C'est pour ça que je vous parlais du SMIC, parce que ça m'a bien énervé cette semaine, toutes les bêtises que l'on entend sur le SMIC. On en parlera à 10h. Je reviens donc sur l'analyse technique. Qu'est-ce que je peux vous dire, à part qu'il vaut mieux être acheteur que vendeur, c'est clair, et que ça paraît vraiment, vraiment bien parti. Alors on va attendre, comme d'hab, un petit reflux pour rentrer sur un rebond. Faudra pas le louper, parce que si hier on avait loupé, là par exemple sur le DAX, le passage sous les 15 100 et le rebond fort, normalement vous l'avez pas loupé, parce que j'en ai parlé dans le Good Morning Training. Mais voilà, bon, vous avez pu regarder le Good Morning Training en retard, vous pouvez juste de le découvrir, mais normalement celui-là vous l'avez pas loupé. Passage sous 15 100, rebond, middle SA mensuel, voilà, vous aviez votre day trading idéal. La question après, c'est est-ce que vous l'avez maintenu toute la journée? Ça, c'est autre chose. Normalement, si c'est un day trading, oui. Si ce n'est pas un day trading, non. Je ne vous cacherai pas que je ne l'ai pas maintenu toute la journée pour ma part. Mais bon, ça a été déjà fort cossu comme trade. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça se dit. Je viens de l'inventer, le dire. Voilà, fort cossu. On passe donc aux indices américains. On va à nouveau les scanner comme je vous l'ai montré. Moi, j'ai un grand écran 5K, celui sur lequel je fais un peu la vidéo, là où je vous regarde ici. Là, moi, c'est un écran 5K, c'est un Apple, c'est un iMac, je ne sais plus combien, 27 ou enfin le 28 pouces, là, le gros iMac. Comme ça, sur cet écran 5K, j'ai tous mes indices américains. En une heure en simultané. Donc ce que je vais vous montrer, je le vois en un coup. J'ai pas besoin de cliquer, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais comme voilà, on peut pas diffuser en 5K, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait forcément des écrans 5K. Si vous êtes en HD, si je diffuse mon écran 5K, vous allez, mais ça va être tout petit, hein, vraiment. J'ai essayé, hein, donc voilà, je peux vous en dire, c'est totalement illisible. Donc on va scanner. Dow Jones, paf, il revient sur son point pivot du jour. On regarde le Nasdaq. Attention, on passe au Nasdaq. On voit tout de suite la différence. Beaucoup plus dynamique. Je reviens. Dow Jones, voilà. Bon, ça va, mais c'est pas... Bon, il monte, c'est pas génial. Là, on voit qu'il monte et qu'il se met à accélérer. Et qu'on a eu une sacrée accélération du Nasdaq dans la nuit. Excusez-moi, une centaine de points. C'est quand même énorme.
on a gagné plus de 100 points sur le Nasdaq dans la nuit, porté par les indices, par les entreprises japonaises, notamment celle des semi-conducteurs, qui a pris un peu plus de 5% et qui s'appelle, est-ce que vous avez retenu? Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1, 0. En fait, ça me laisse le temps de me rappeler ce que c'était comme entreprise. C'est Tokyo Electron, voilà. Ça, c'est des techniques de prof, hein. Dites-vous que quand un prof vous pose une question, un formateur vous pose une question, il y a une chance sur 4 à peu près, c'est pour vous lui laisser le temps de trouver la réponse. Voilà, donc c'était Tokyo Electron. Donc ils ont vraiment suivi cette hausse de manière assez évidente. On va passer, attention, on scanne Russell 2000, il en est où lui? Même chose, vous voyez, Russell 2000 et Nasdaq, ce sont vraiment les valeurs porteuses, et le S&P 500, un petit peu mieux. Donc, si vous avez ça sous les yeux, et que vous voulez être acheteur, et que vous avez des signaux sur les marchés, si vous avez ces 4 graphiques-là sous les yeux, vous voyez tout de suite sur lequel il faut mettre une bille, et donc on mettra plutôt une bille sur le Nasdaq, plutôt une bille sur le Russell, le S&P 500 éventuellement à suivre. Bon, il a le problème de son point pivot mensuel qui bloque, et on voit qu'il y a un manque de dynamisme. Par contre, le Dow Jones, non. Là, on voit que c'est pas vraiment l'indice où on rentre américain, on rentre à l'achat sur le Dow Jones. C'est pas vraiment la priorité ni le dynamisme du jour. Par contre, si on a une vague baissière, à votre avis, on va taper qui? On va taper le plus faible actuellement des 4 copains. Voilà, on va taper sur Porthos. Boum. Et on va éviter d'attaquer D'Artagnan. Donc, bon, ça, c'est pas vraiment un good morning training très technique, mais parfois on me dit, moi je peux trader avec mon iPhone. Ouais, c'est bien, moi aussi je trade avec l'iPhone. Je trade avec l'iPhone parce que enfin, je le fais plus beaucoup parce que je sors plus dehors. Donc, voilà. Mais quand je le faisais, je pouvais passer un ordre sur l'iPhone, mais parce que j'avais mémorisé tout cela avant. J'étais capable de vous dire le graphique du Dow Jones, le graphique du Nasdaq, etc., etc. Donc c'est pour ça que si vous voulez vraiment vous professionnaliser, entre guillemets, ça veut pas dire devenir trader pro, créer une entreprise, machin bidule, mais faire ça sérieusement, toujours avec passion et toujours avec plaisir, mais sérieusement, l'achat d'un autre écran, ça peut vraiment être un plus. Déjà, c'est un confort visuel, c'est très net, mais surtout, c'est, j'allais dire, un scannage des marchés. C'est pas un scannage, à mon avis, le mot n'existe pas. Je fais preuve de plus en plus de bravitude dans mon vocabulaire, je sais pas. J'aime bien Ségolène Royal, elle est sympa, elle est rigolote, donc voilà, je pensais à elle, je sais pas pourquoi je pensais à Ségolène Royal en vous parlant. Allez savoir pourquoi. Non, je vois pas, je vois toujours pas. Bon, j'en parlerai à mon analyste. Ça me perturbe hein, maintenant l'image de Ségolène Royal, on va essayer de passer à autre chose. On efface, voilà. Donc, ah bah non, c'est encore pire. Bon, on se concentre. J'arrive plus, c'est fou. Je vois que Ségolène Royal. Voilà, donc, quand c'est comme ça, il faut avoir une image opposée pour annuler. Je vais penser à Valérie Pécresse. Voilà, Ségolène Royal, Valérie Pécresse. Voilà, c'est bon, c'est passé. Ouh là, j'ai plus envie de penser à tout ça. Donc, on revient. Je sais plus trop ce que je vous disais du coup. Oui. Un écran en plus, c'est pas forcément, c'est loin d'être du luxe. C'est loin d'être du luxe. Ça vous permet d'avoir une vision, un scan des marchés et pas un scannage, un scan des marchés. C'est quoi là, il ressort Pécresse, au secours. Voilà, c'est bon. Un scan des marchés super efficace en fait. Et avec ça, vous gagnez vraiment du confort, vous allez être moins fatigué et tout, vous allez avoir une meilleure analyse. Donc pensez, si vous sentez un petit peu à l'étroit sur vos ordinateurs, de rajouter vraiment un écran. Ils en font des très beaux, ça coûte quasiment plus rien, un écran. 150, 200 €, vous avez des super écrans 28 pouces, 250 peut-être. Voilà. Et vraiment, ça vous donne une meilleure vision du marché. Et notamment, surtout, ce que je vous dis,
Ça, c'est des signaux, en tout cas dans ma façon de trader, dans ma technique, et ce qui donne des signaux majeurs, c'est quand vraiment vous voyez les 4 indices américains, par exemple Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, Russell, qui arrivent tous les 4 comme des grosses crêpes sur des supports et tous ils se mettent à rebondir. Et ça, voilà, au bout de 27 ans que je trade, j'ai toujours pas trouvé de meilleur tempo que cela, mais pour ça, faut pouvoir scanner faut pouvoir les avoir sous les yeux. Voilà, vous n'avez vraiment pas le choix. Même si vous en tradez qu'un, il faut avoir au moins 3 indicateurs sous les yeux. Les 3 minimums sur les marchés américains, à mon sens, c'est Nasdaq, Dow Jones et S&P 500. Si vous avez le Russell, c'est quand même pas mal, parce que le Russell, c'est un petit peu le 4e de la bande, le d'Artagnan, le plus foufou. Et si lui confirme ce que font les gros, c'est que vraiment il y a du monde et que c'est le courant majoritaire. Et le but, c'est très démocratique la bourse en fait, si on veut gagner de l'argent. Il faut être dans la majorité. Voilà. Donc, l'esprit d'opposition, si vous avez un esprit d'opposition systématique, vous êtes peut-être en contre-tendance systématique. Et ça, réfléchissez-y. J'ai rencontré des gens ils voient très bien la tendance, hein, mais systématiquement, ils sont dans l'opposition. C'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. Voilà. Quel que soit le gouvernement, ils sont dans l'opposition. Et quelle que soit la tendance en bourse, ils sont dans l'opposition. Ça fait 10 ans qu'on monte, ça fait 10 ans qu'ils shortent. Et quand on va baisser pendant plusieurs années, ça va être les seuls à vouloir acheter en permanence. Donc, ce que l'on est, notre être, notre psychologie, notre vision du monde a une influence absolument énorme, voire absolue, dans notre façon de trader. J'ai été super bavard aujourd'hui. Écoutez, j'espère, voilà, on est à l'achat, c'est bon. On continue et puis on se porte bien comme ça. J'espère que je vous ai pas trop perturbé avec des images assez violentes. Je vais mettre interdit au moins de 18 ans sur la vidéo. Je suis désolé, j'ai parlé de Valérie Pécresse et de Ségolène Royal. Je ne recommencerai plus. C'est du direct, hein. On est pris parfois par ces émotions, par le retour du refoulé. Et voilà, je m'excuse pour ce direct un peu traumatisant, là je le reconnais. Sur ce, écoutez, portez-vous bien. On se retrouve demain matin pour le Good Morning Trading en direct. On fait le point sur les marchés et puis on va voir jusqu'où ça a monté, hein, grosso modo. C'est en tout cas ce matin un peu l'ordre d'idée. Faites attention au stat à 14h30 et puis surveillez un petit peu les lapsus révélateurs. J'allais dire surveiller un petit peu les bons résultats des entreprises américaines. Ça, c'est un sacré lapsus révélateur parce que j'en sais rien. Mais j'ai un a priori pour Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley. J'ai un a priori parce que JP Morgan, c'était bon. Donc du coup, j'ai un biais haussier, et je vous l'ai pas caché, sur ces valeurs-là américaines, voilà, en me disant que comme JP Morgan c'est super bon, à moins d'être des gros nuls, ils ont dû faire à peu près la même chose, si ce n'est peut-être mieux pour certaines valeurs bancaires américaines. Mais c'est intéressant ce lapsus révélateur, voilà, bon. Mais c'est vrai qu'en regardant un océan d'indices verts qui sont entre plus 0,60 et plus 0,75, une bourse japonaise qui finit à plus 1,40, pas d'essoufflement depuis 24 heures sur les bougies, 1 heure, on ne cesse de monter en ligne droite, plutôt un biais pour la journée en tout cas haussier. Voilà, sur ce, portez-vous bien. Et puis, je suis désolé si vous allez penser à Ségolène Royal toute la journée à marquer. Il y a pire, j'aurais pu dire d'autres noms. Hein. Voilà, je peux vous les dire si vous les avez en tête, mais ça aurait pu être pire quand même. Sur ce, plein de bonnes choses. J'aurais pu vous dire Arlette Laguillet par exemple. Voilà, maintenant démerdez-vous. Si vous pensez avec Arlette Laguillet toute la journée, ça va être dur. Portez-vous bien, ciao. On se retrouve. Et puis désolé, c'est un petit good morning trading, pas très structuré, mais voilà, ça faisait 1 semaine que je dormais pas, très très difficilement, douleur dentaire horrible, tous les quarts d'heure, j'étais réveillé par la douleur, et là j'ai pu dormir 6 heures d'affilée. J'ai une pêche d'enfer et je vais saouler tout le monde aujourd'hui avec mon énergie.